level concerned. But we're working against the clock in the sense that already when they arrive, students have a language problem. The problem is at the initial stages. Investment in education has the most return when it is done in early childhood at the beginning of the educational process. If you instill the innovative, creative reflex in young students, you'll find it at the university level. It's much harder to instill the same reflex at the university level. It's sometimes even too late. So we need to be thinking about the university at the very young age of the students when they go into the educational system. I think we need to improve teacher training. We need to improve teacher training so that they become sensitive to the individual rather than to be test-oriented or content-oriented. We need to stimulate knowledge-based capabilities. In a knowledge economy, in a knowledge society, we must master the tools. If you have real-time access, and some of you are business students, if you have real-time access to the Tokyo Stock Exchange, you have that much of an advantage over somebody who slept well that night. So we need to give people the right tools so that they can get the right advantages so that they can be competitive. And when I speak about competition, Madame Lagarde, I know I'm being a bit long, but my voice is holding up and I'm very optimistic. When I speak about competition, our universities are now no longer working in a vacuum. They are working in competition with other universities. Other countries are seeking our brains, and it's legitimate. They are seeking the best brains they can find around the world. So if you're good, you're going to be sought after by Microsoft, you're going to be sought after by Harvard, you're going to be sought after by everybody who is looking for quality around the world. Not only that, but they are coming here. Foreign universities are now opening branches in foreign countries. And this, which has always existed in Europe and in some Asian countries, is now becoming an African phenomenon. So tomorrow, my university has to compete with a Spanish university, with a French university, for your favors, for your brains, which means that we really have to start thinking about how we are going to react and how we should be reacting in the future, and we are. I think the current reform is phase one. This was a system that needed to be put back up on its feet. Incredible amounts of money have gone into setting up laboratories, making sure that we get the right tools, that we get phase two, because this cannot end in 2012. Phase two is going to have to be about quality, and it's going to have to be about linking the university to closer linking of the university to society and making sure that the university, and I think one of the important things that Morocco has to think about is bringing up vocational training so that it's a university degree. We have a social stigma attached to la formation professionnelle. Everybody wants to go to the university. We need investment now is looking for mid-level training and cannot find it. Microelectronics, computer science, mechanics, they are looking for middle-level, 2-year degrees, and they can't find the numbers they need. So these are some of the preoccupations around which we are currently working, and I think that if we all work together, and your ideas are important. Your ideas are important because it's your future. Ours is already behind us. So when you have good ideas, make sure that you get them across, and you are a very lucky group of people because you're living at a time when we're listening. The society is now listening to you. Make your voice heard. Thank you. Thank you very much. Je vais céder la parole à M. Gorfi, qui n'est pas seulement le directeur de l'ESCA, mais qui est aussi membre du Conseil économique et social. Merci, Dominique.
moi, je vais peut-être partager quelques éléments de point de vue sur cette question d'éducation en partant déjà avec un regard plus large, on reparlera du Maroc, mais plus large sur le monde arabe. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le monde arabe est une véritable mosaïque, une véritable diversité de situations, et que nous avons effectivement un certain nombre de mots ou de difficultés en commun. Nous avons, je vais le dire peut-être à la pensée anglo-saxonne, nous avons des challenges communs, et ces défis sont des défis d'apporter des réponses au niveau des États quant à la manière dont on peut accompagner nos jeunesses. Je voudrais mettre quelques points de vigilance sur quelques préoccupations que j'observe dans mon quotidien. Premier point de vigilance, c'est que lorsqu'on regarde ces sujets-là, je crois que nous avons un changement de paradigme à avoir, si ce n'est qu'à travers l'histoire de la partie sud et est de la Méditerranée depuis le début de l'année, pour dire que ce n'est pas à travers les médias internationaux que nous devons voir ce qui se passe chez nous, parce que les médias internationaux, évidemment, je ne parle pas de votre support, je parle de manière générale de l'ensemble des médias internationaux, et en particulier les médias audiovisuels, présentent une véritable erreur de prisme, et le résultat, c'est que, évidemment, si nos propres élites analysent nos propres sociétés par la lecture et les analyses données par les médias internationaux et européens, en l'occurrence, sur nos sociétés, nos élites seront en décalage avec les réalités de nos sociétés. Alors nos sociétés sont très différentes les unes des autres, mais ont en même temps des challenges communs. Il y a quelques points qui, moi, m'interpellent et que je voudrais partager avec vous, parce que lorsque nous nous retrouvons dans une assemblée telle que celle-ci, on est amené soit à regarder les sujets de manière stratégique, soit à et c'est tant mieux, on est là pour ça, soit à les regarder sur un plan purement politique, et on est là pour ça aussi. Et moi, je voudrais revenir peut-être avant d'évoquer d'autres éléments, à une dimension particulièrement humaine. Il y a la meilleure illustration pour moi, c'est ce que j'appelle le phénomène de notoriété de la nouvelle ville européenne la plus connue d'Europe. La ville la plus connue d'Europe depuis le début de l'année, ce n'est plus Paris, ce n'est plus Francfort, ce n'est plus Madrid, ce n'est plus Rome, c'est Lampedusa. Et Lampedusa a cette particularité de nous interpeller parce que, d'une certaine manière, notre jeunesse du monde arabe, elle n'est pas uniquement tunisienne parce que Lampedusa, mais c'est un symbole. Mais la jeunesse du monde arabe a une seule préoccupation, c'est de quitter le monde arabe. En général, lorsqu'on leur dit aux jeunes comment vous voyez le futur, lorsqu'on dit comment vous voyez votre avenir, et je ne parle pas des jeunes qui sont dans des business schools, je ne veux pas m'adresser à cette jeunesse-là, parce que quand on est dans une business school, on a la chance de faire partie des happy few, des quelques petits chiffres sur 1000 qui, demain, ont déjà un chemin relativement bien tracé. Non, je suis en train de parler de cette jeunesse pour laquelle il va falloir que nous trouvions des manières de guider l'avenir et de les embarquer dans l'avenir des nations. Alors, elle est de deux natures, cette jeunesse. Elle est d'abord constituée de jeunes qui quittent le système d'enseignement dans nos pays trop tôt. Et ce sont les silencieux, ce sont les frustrés, à juste titre. C'est cette jeunesse-là qui, malheureusement, n'est pas à même d'être une jeunesse active, partie prenante, agissante dans la construction des changements que les pays arabes vivent aujourd'hui. Je pense qu'il y a un deuxième type de jeunesse, celle qui arrive à un niveau d'éducation suffisamment convenable, mais qui n'arrive pas à trouver dans le monde professionnel non pas le débouché, non pas l'opportunité d'emploi, mais la dignité dans la relation à l'emploi. Et la dignité à la relation à l'emploi pose la problématique de la dignité de manière globale. Et la dignité à la relation à l'emploi, c'est une problématique tout autre de la
dignité dans l'intermédiation de l'emploi. Et j'y reviendrai dans quelques instants. Cette problématique d'intermédiation est majeure. Alors, je voulais faire un petit premier focus sur la dimension humaine de cette jeunesse, parce que je ne voudrais pas qu'on l'oublie. Comme dit le président Mejnoun, lorsque la jeunesse arrive déjà à l'université, très franchement, on est en train de parler de moins de 30% de la population marocaine pour le cas du Maroc, plutôt aux alentours de 25%. Et à la fin du système universitaire, on est à quel chiffre? 5%? Bon, combien? Sur la totalité de la jeunesse, sur 100% de jeunes qui naissent en 80, combien sont sortis de l'université en 20 ans après? Ah, c'est trop, mais c'est trop facile. Alors, 100% qui rentrent dans le système, 5% qui sortent. Alors, vous imaginez... Oui, du primaire, absolument. Donc, ceux qui sont en primaire, on a 5%. C'est dire qu'on a... C'est cette déperdition-là qui nous intéresse. Mais le cas du Maroc n'est qu'une illustration de ce qui se passe ailleurs. Les problèmes peuvent être similaires, même lorsque la scolarisation, dans l'exemple d'Algérie qui est cité, est importante. Alors, je voudrais avancer sur le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous avons à changer, et il faut qu'on le fasse de manière urgente, collectivement, avec la société civile, les États, les gouvernants, les ONG, ensemble, à changer la perception que nous avons dans nos pays de l'initiative privée. Les jeunes, aujourd'hui, sont rassurés par la puissance de l'État, mais ne sont pas rassurés par la possibilité de l'initiative privée. Et qu'est-ce qui se passe dans nos pays ? Je vais prendre l'exemple du Maroc, mais on peut le généraliser pour quelques pays de la rive sud Méditerranée ou est de la Méditerranée, et on peut même le généraliser pour quelques pays d'Afrique. Ce qui se passe, c'est que nous sommes la place, l'endroit, l'espace qui est le plus proche de l'Europe et qui enregistre les meilleurs taux de croissance possibles. Ces meilleurs taux de croissance viennent tout simplement du fait que nos sociétés, nos nations sont en même temps des nations qui sont en train de créer leur propre richesse de production, mais en même temps des nations qui sont en train de développer leur capacité de consommation. Le Maroc est par exemple en train de passer depuis un certain nombre d'années en société de masse consommation. Alors, tant que notre croissance, nous la tirons de notre capacité de production en même temps que la consommation, ça va. Si nous ne la tirons que de la consommation, on va être des cigales et pas ces fourmis. Et nous voyons les deux exemples en Europe qui sont respectivement la France et l'Allemagne qui, aujourd'hui, dans la situation que nous observons, montrent les deux schémas possibles. En ce qui nous concerne, nous avons besoin de soutenir la croissance dans nos pays. Et pour soutenir la croissance, l'élément majeur dont nous avons besoin, c'est d'avoir les talents les meilleurs dans nos organisations, dans nos entreprises, que ces entreprises soient à capitaux nationaux, et dans le cas du Maroc, il y a liberté totale d'investissement de la part des capitaux étrangers, évidemment, mais que ce soit dans les capitaux nationaux ou étrangers, peu importe, mais que nous puissions accompagner les développements dans nos pays. La problématique est tout autre, c'est qu'on n'est pas dans une situation ce n'est pas la problématique de perte de cerveau, c'est une problématique de perte de talent. Parce que les cerveaux vont dans l'université, vont dans les labos de recherche. Mais dans l'entreprise, les talents et les compétences créent de la richesse immédiate. Créent de la richesse immédiate qui crée elle-même de l'emploi. Et donc, on est dans une situation vertueuse. Je crois que nous avons à travailler sur la perception d'initiatives privées, de sorte à ce que nous puissions repositionner l'initiative privée au cœur du système d'emploi. Avant de conclure, je voudrais revenir à toujours cette initiative privée pour dire qu'il y a un deuxième point qui est essentiel, que j'appelle moi l'auto-emploi et qui est donc la création d'entreprises. Le président Mejnoun l'a mentionné il y a quelques instants, les systèmes éducatifs ne travaillaient pas suffisamment jusqu'à présent au niveau des basiques de l'éducation, c'est-à-dire l'enseignement élémentaire et l'enseignement secondaire, pour développer la capacité critique des étudiants, la dimension créative, etc. Un certain nombre d'expériences observées dans nos établissements au Maroc a montré que les jeunes, dès qu'on les met dans des espaces de ce type-là, sont capables d'être étonnants.
Ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire que nous devons changer complètement la logique du développement de l'initiative personnelle. Chez nous, on doit agir dans nos pays, plus que jamais, sur la capacité à donner le droit à l'erreur aux jeunes. Leur donner le droit à l'erreur pour qu'ils puissent oser créer une entreprise. Nous ne fabriquerons pas de Bill Gates dans l'avenir si nous ne disons pas à nos jeunes « tu as le droit de te planter ». Tu as le droit de te planter et de revenir, et on te regardera différemment en te disant pas « Ouh là là, qu'est-ce que tu as fait ?» mais en te disant « C'est merveilleux, raconte-moi ton expérience ». Alors, je pourrais réagir sur ces sujets peut-être tout à l'heure. Je voudrais, oui, en conclusion, dire 2 éléments. Le premier, c'est que dans les stratégies économiques que nous avons dans nos pays, je voudrais mettre le doigt sur le fait que le non-Maghreb coûte très cher à l'emploi dans le Maghreb. Je vais prendre juste un exemple d'illustration très simple. Dans l'offshoring, la Tunisie se bat pour avoir ses propres marchés, ses propres structurations, sa propre organisation. Nous avons nos propres démarches, nos propres marchés, etc. Et ce n'est pas bon. Si nous travaillons de concert pour avoir une vraie offre par rapport à des marchés, qu'on le veuille ou pas, pour lesquels la valeur ajoutée dans ces métiers n'existe plus chez eux et forcément chez nous, nous pourrons construire plus d'emplois plus durablement ensemble. Et j'ai pris cet exemple, on peut le prendre dans le textile, on peut le prendre pour ailleurs. Dernier point, c'est de dire que aujourd'hui, la femme doit être un acteur essentiel dans l'éducation, mais aussi dans l'entreprise. On oublie souvent la femme et les chiffres restent parfois alarmants parce qu'on regarde que les chiffres de demande d'emploi des femmes et on se dit ça va, il n'y a pas de problème de chômage, alors que la non-employabilité des femmes est majeure et c'est aussi une population silencieuse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je vais maintenant céder la parole à une femme, justement, Adriana, donc, qui travaille à la Banque mondiale sur les questions d'éducation et de développement et qui a notamment travaillé sur un comparatif de plusieurs universités du Maghreb et du Moyen-Orient, dont elle pourra peut-être nous parler. Merci. Merci beaucoup. Oui, moi, je travaille à la Banque mondiale. Ça fait 6 ans que je travaille dans le domaine de l'enseignement supérieur dans la région Moyen-Orient et Maghreb. Et ça fait 2 ans qu'on a commencé à faire un programme, on a développé un programme de recherche sur le politique d'enseignement supérieur dans la région. Et dans ce programme, on a 3, et peut-être je vais changer en anglais, excusez-moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais parler en anglais. In this program, this regional program, we have 3 pillars. And the 3 pillars are the 3 areas in which we are based on what is going on in the region, but not only what is going on in the region, what are the problems that higher education systems are facing today everywhere in the world. And one of them is financing. The second one is governance, and the former minister of Tunisia already alluded to this. And the third one is internationalization, and the president of Mohamed Sankhi already mentioned that. I'm going to talk about the first 2, financing and governance. I won't have time to talk about internationalization. On the issue of financing, we just published a report. It's a report that we did jointly with AFD, and it's available in English, French, and Arabic. And I should have brought copies with me, but I did not. But if anyone is interested, I can send you copies. And the title of the report is Breaking Even or Breaking Through, looking to develop sustainable financial schemes in higher education in the Middle East and North Africa. Why this title? Because based on the research, what we have observed is that the enrollments in the region on higher education have been increasing very, very fast in the past 10 years. But when we look at the amount of resources allocated to the system, they haven't been increasing at the same pace. Yes, it's true that we've said that this region has spent a lot on education, not necessarily on higher education. On higher education, some countries have even gone down in their budget allocations while their enrollments have been going up. So what happens is that the quality goes down because
It is true that it's not just the cost, it's the value, but good quality of higher education is expensive. So if you bring 3 times more students into a classroom or a university, but you don't spend more money, you don't buy more equipment, you don't train your teachers, you don't have better libraries, you're simply not offering the quality of education that is needed. And that's what we have observed that is happening in these countries. So, and when we look at the projections, there's a lot of young people, and there's more young people, and more people want to go to universities. So you need to think about how to build sustainable, financially sustainable systems. And we know that that is not going to be possible relying only on public resources. This is virtually going to not be possible. So some of the things that we discuss in the report, and I'm not going to go through all the details. The first thing that we suggest, and by the way, we do not prescribe, we don't tell countries this is what you have to do. We provide a menu of options, and it's up to individual countries to think through very carefully their priorities, what are their goals, how do they want their systems to evolve, and based on the priority of the goals, the different approaches that they can have and the mix of approaches that they can have so that they can build sustainable, financially sustainable strategies. So the first thing is to link results with budgets. Because what we have seen is that today, normally a university has an X amount of budget, and the budgets are allocated based sometimes on the number of students, but most of the times is based on whatever you spent last year, well, this year you will spend the same. But not necessarily questions about what were your goals, what are your results, did you meet them, and do you deserve to get the same amount of money, more money, or no money? So this conversation of, first of all, defining good objectives and sound objectives and measuring them and linking the results with funding is very important. And you could use the same amount of money you're using today, but in a more effective way. Then you need to look for alternative sources of funding. You cannot just rely on public funding. And there's a number of issues that different countries can think of. But one that some of the panelists have already mentioned is you need to open up the door to the private sector. The private sector can add a lot of value into any system, not only because it adds competition, and that makes that everyone has to improve whatever they're doing because they're competing for you, the students, but also because they can be innovative. They can add programs that will cost a lot of money for a public university to start new programs. So encouraging and losing and being less afraid of I think there's a stigma that some people think that private education is of low quality. That is definitely not true in most of the world. So it shouldn't be the case, and it's not the case in this part of the world. Another element that we suggest is the cost sharing. And cost sharing there are many ways of doing cost sharing. And there's something that has to go hand in hand with the cost sharing. If what you opt for is, for example, paying fees, which we know is not necessarily popular among everyone, but you can think of an equity basis for the fees. You can think of the families that have better resources and can afford to pay to send their kids to school. They can do that. But those that have academic merit, that want to pursue education, they could have grants, or they could have loans, or they can have a combination of grants and loans. So you need to think of the full strategy, how it goes together. And then there's another area that we explore in this document that actually came to us from a question that colleagues from Saudi Arabia asked us. Saudi Arabia is a country that today doesn't have financial problems, and they spend a lot of money on higher education, but they are thinking about the future. What happens when
Well, for once, oil prices can go up and down very quickly, so they are preparing themselves for whenever the price goes down. But also they know that oil is not going to be there forever, so they want to think of the future, and they want to guarantee that they have, because they know it costs money, they asked us, what is the secret of universities like Harvard and Yale that have their endowments? What is the secret behind that? And when we did the research, one of the secrets is the use of philanthropic resources. So we explore that. And we know that that's something new, and sometimes people look at it and say, why you, World Bank, are saying this? And, well, this is what we found. This is how Harvard and Yale, and not only private universities, but a lot of public universities today in the U.S. are being able to fund themselves. And there's a lot of philanthropic resources around, and there's a lot of diaspora from the region that could, or some of this money could be used to start building endowments for universities. So the second topic is governance, and that's where we have this benchmarking tool. And this is a program that we are very excited about. This is something that came as a suggestion from countries, from representatives from Egypt, from Morocco, from Tunisia. We had a workshop in Marseille 2 years ago on the topic of university governance, and the participants there told us, we would like to be benchmarked on governance. And we thought, well, this is a very good idea. And we thought, these people are very courageous, asking us, we want to be benchmarked on governance. And we took the challenge very seriously. We developed a concept, because governance is something that, when you think about how to measure governance, it is not easy. It's a very complex issue. So we came up with a concept that has 5 dimensions. We looked at the overall context, how you set up the missions and the goals. We looked at the management, what is the management orientation, autonomy, and within autonomy there is academic autonomy, financial autonomy, autonomy in deciding on your human resources. And then the other side of the coin of autonomy is accountability. You have freedom to do things, okay, are you accountable, and to whom? And then the 5th dimension that some of the colleagues in the panel have already mentioned is participation. Participation of stakeholders, students, staff, academic staff, private sector, civil society in the decision-making process of the university. So we have 40 very courageous universities that have accepted to go through the screening of these 5 dimensions. 9 of them are in Morocco, 9 in Tunisia, 12 in Egypt, 9 in Palestine. And we are going to discuss the results with them on Saturday and Sunday. So I can tell you some of the headlines. I'm not going to go into the details, because this is something that we want to give these universities the opportunity first to react to the findings and some of our interpretation of the findings before we can disseminate this. And they have to tell us that they agree that this can be disseminated. But some of the things that we are seeing are, for example, the definition of the mission of a university. This is something critical. And just to give an example, the higher education system in California, which is used as an example all over the world, you have a 3-tier system in which basically what it means is that not all universities are created equal. And this is very important. You cannot have a higher education system where all your universities say that they do the same. You can't. California has the community colleges who enroll 3 million students. That's the first tier of the system. Then you have the public universities that have 5-year programs and graduate and master programs. They enroll about 500,000 students. And then they have the research universities, which enrolled 1/3 of what the public universities enroll. It's about 1/8 of those who graduate from high school. So you serve a lot of people, and you serve them well. So, and that comes from a clear definition of the mission of the university. This is something that
in this region we don't see. When we looked at the 40 universities, in their mission, they want to do everything. They want to do research, they want to do teaching, they want to form professionals, they want to serve their community, and more. So when you have such an undefined mission, it becomes very hard to really excel in what you're saying you want to do. So that's one starting point that is very important. Second thing, I think it's for no surprise that there is little autonomy in terms of financial resources and in terms of hiring and firing staff. We know that. But one important issue which for us came as a surprise is the very low academic autonomy, even for private universities. I would say even lower for private universities. This is important, and why? Because the university has to be innovative. Everyone has said it. University has to be able to create, generate, and disseminate new knowledge. Universities today have to be adapted to a very new